Mesdames, Messieurs, chers amis, la Fondation Foyer Handicap fête cette année son 50e anniversaire. C'est à cette occasion que le président de notre fondation, Maître Tal Schibler, et moi-même avons voulu organiser cette conférence exceptionnelle et unique dans l'histoire de Foyer Handicap. Grâce à notre amie Céline Van Til, aux membres de notre fondation, Nicolas Tonac, et à Philippe Pozzo di Borgo, avec qui j'ai eu la joie de rentrer en contact il y a plusieurs mois, grâce à notre amie Véronique Barbet, que je remercie, vous allez entendre un dialogue d'intérêt général et très enrichissant pour chacun de nous. Philippe, je vous remercie du fond du cœur d'être venu ce soir de Marrakech pour quelques jours très courts. Nous sommes profondément touchés. Merci. Merci à notre directeur général Ludovic Jauget et à toutes les équipes Synergie de Foyer Handicap qui ont réalisé la campagne de communication avec Collegram, avec enthousiasme et efficacité. L'intégration des personnes à mobilité réduite est désormais au cœur de notre mission et c'est sans tarder que je donne la parole à Elisabeth Tripot-Facio et Emmanuel Tagnard, nos modérateurs. Merci de votre écoute et très bonne soirée. Merci Betty. Merci beaucoup. Juste avant de commencer cette conférence qui s'annonce passionnante, je dois vous donner quelques règles de sécurité que l'université nous demande de donner au début de toute conférence. Les personnes au premier rang qui sont en chaise, si on doit évacuer la salle, je vous remercierai de partir par là où vous êtes arrivés. Pour les autres, je vous demanderai de partir par le passage qui est là. Et les personnes qui sont en chaise au fond de la salle, s'il vous plaît, évacuez par l'arrière de la salle. Voilà. Ceci étant dit, Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. Nous avons ici 3 invités à la personnalité remarquable. Céline Van Til, Nicolas Tonac et Philippe Pozzo di Borgo. Ces 3 personnalités ont de nombreux points communs, vous vous en rendrez compte. Ils ont tous 3 été victimes d'un accident qui a bouleversé leur existence. Ils ont tous 3 lutté pour réapprendre à vivre en puisant dans leurs ressources et pour surmonter cette épreuve vers la guérison et l'acceptation. Ils ont tous 3 eu la générosité de livrer un témoignage dans un livre fort. D'ailleurs, vous trouverez à la sortie un stand qui met en vente ces livres. Et ils ont tous 3 la volonté de parler de ce qui leur est arrivé pour aider ceux qui se retrouvent dans les mêmes difficultés, en situation de handicap, accidentés de la vie, mais aussi pour les personnes en première ligne, ceux qui soignent, les médecins, le personnel soignant, les thérapeutes, les proches, la famille et les amis. Alors ce soir, ils sont là pour vous, la grande famille de Foyer Handicap, et ils vont répondre à cette hypothèse volontairement un peu provocatrice. Le handicap est-il un défi comme un autre ? Alors la soirée va se dérouler d'abord par une présentation de chaque invité que nous allons faire Elisabeth et moi. Et puis ensuite, nous entendrons le témoignage de Céline Van Til, ensuite celui de Philippe, et nous terminerons avec celui de Nicolas de Tonac que nous allons interroger, Elisabeth et moi-même. Et puis ensuite, vous aurez vous aurez la parole pour poser aussi des questions à nos invités. Et autour des 20h, nous conclurons cette soirée exceptionnelle.
Autrice, conférencière, entrepreneur, sportive d'élite, Céline Van-Til a un parcours remarquable pour son jeune âge. Quelle est l'histoire de cette jeune femme à l'énergie et au courage hors du commun qui ne s'arrête jamais? Chère Céline, vous naissez en 1991 à Genève. Depuis l'enfance, vous êtes passionnée d'équitation. Comme vous le décrivez joliment dans votre livre, Pas à pas, l'histoire d'une résurrection parue aux éditions Slatkin, dès le départ, dites-vous, ce fut entre le cheval et vous, une véritable histoire d'amour, de passion et d'émotion. Une passion qui vous mène, dès l'adolescence, à la compétition et l'équipe suisse de dressage junior. Déterminée, compétitrice, vous ne cessez de travailler pour vous améliorer, toujours plus, jusqu'à ce que tout bascule. À l'été 2008, vous êtes victime d'un accident lors d'un stage de dressage en Allemagne. Alors âgé de 17 ans, vous vivez le cauchemar de tout cavalier. Une chute au cours de laquelle votre cheval, Ziz, vous tombe dessus. Victime d'un traumatisme crânio-cérébral sévère, vous plongez dans un coma profond. À votre réveil, vous n'avez aucun souvenir de la chute ni de ses conséquences. Vous avez alors perdu une partie de votre motricité, de votre élocution et de votre vision. Il vous faut tout réapprendre. Animé par votre rage de vivre et votre volonté hors pair, vous avancez et construisez des projets malgré les séquelles. D'ailleurs, vous remontez à cheval et surmontez votre traumatisme. Vous vous destinez alors à une carrière en paradressage. Vous concourez aux championnats d'Europe, aux Jeux équestres mondiaux, avec, comme point d'orgue, votre participation aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. À côté de votre carrière d'athlète, vous devenez Miss Handicap 2012 et êtes membre du conseil et ambassadrice de Handicap International. Sans cesse avide de nouveaux défis, vous le dites, la joie et la force de vie me caractérisent. Aujourd'hui, 11 ans après votre accident, vous dédiez votre discours à celles et ceux qui sont frappés par le même sort. Vous livrez vos combats, vos angoisses, vos efforts, vos espoirs, avec authenticité et force. Merci d'être avec nous ce soir, Céline. Cher Philippe, tu es né en 1951 dans une famille d'aristocrates corses dont la lignée remonte au XIe siècle. Tu as eu plusieurs vies. Il y a celle d'avant l'accident et celle d'après. Celle d'avant, c'était la vie d'un manager pris dans le tourbillon des affaires. Tu dirigeais une célèbre maison de champagne. Sollicité de toutes parts, tu courais sans cesse. Tu volais même, en parapente. Une façon de prendre de la hauteur face aux pressions qui t'assaillent. Un jour, le groupe LVMH entre dans le capital de ton entreprise. Il exige rapidement que tu licencies la moitié des employés pour dégager des bénéfices. Tu refuses ce que tu nommes le massacre des innocents sur l'autel de la rentabilité financière à court terme. À cette époque, tu traverses une autre épreuve, affective cette fois-ci. Ton épouse Béatrice est diagnostiquée avec un cancer de la moelle épinière qui va la clouer au lit. Impuissant, tu vas assister à son déclin progressif. Face à toutes ces pressions, tu voles toujours plus haut. Jusqu'au 23 juin 1993. Une mauvaise réception au sol te rend tétraplégique, tu as 42 ans. Dans ton livre « Le second souffle », paru chez Bayard en 2011, tu expliques combien la contemplation des plafonds blancs des hôpitaux t'a fait entrer dans une dimension de silence qui t'était totalement inconnue. Dans la solitude, tu finis par entendre les autres et découvrir la richesse de la différence. De retour chez toi, tu vis allongé aux côtés de ton épouse pendant des mois. Béatrice était profondément croyante. Jamais elle ne se plaindra, malgré la difficulté des traitements.
la sérénité de son départ est une leçon de vie que tu n'oublieras jamais. La cassure affective que tu traverses ensuite te plonge dans une profonde dépression. Un personnage va alors entrer dans ton existence, Abdel Sellou, l'aide de vie algérien que tu surnommes ton diable gardien. L'électrochoc salvateur de sa présence à tes côtés va te permettre de reprendre progressivement goût à la vie. Une complicité qui va durer 10 ans. Au moment où vos chemins vont se séparer, tu rencontres au Maroc Khadija, qui va devenir ton épouse et avec laquelle tu résides depuis 15 ans à Essaouira. Et puis, en 2011, il y a La Révolution intouchable. Le film, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, se place 2e au box-office français. Du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Tu reçois un courrier très volumineux qui entre en résonance avec ton parcours. Ces témoignages te bouleversent. Ils contribuent à affiner tes réflexions sur l'évolution de nos sociétés. Si François Mitterrand, en 1981, utilisait comme slogan de campagne électorale « La force tranquille », toi, tu forges un autre concept, loin de toute démagogie. La force fragile. Ta philosophie est proche de celle du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, qui déclarait régulièrement « C'est dans sa plus grande fragilité que l'être humain trouve sa force ». Merci, cher Philippe, d'être avec nous ce soir. Psychiatre à la retraite, marié, père de 2 enfants, membre du conseil de fondation de Foyer Handicap, président de Pro Infirmis Genève, Nicolas de Tonac n'a de cesse de sensibiliser à la question du handicap et de lutter pour une société inclusive. Enfant de la campagne, les pieds bien plantés en terre, vous avez 15 ans en 1965, lorsque vous êtes victime d'une chute du haut d'un peuplier. Bilan, fracture du palais, des côtes, mais surtout des 6e, 7e et 8e vertèbres dorsales qui occasionnent une paraplégie immédiate. Dans les mois qui suivent, vous comprenez qu'il faut réapprendre les choses qui étaient alors automatiques. Vous réappropriez votre corps, repensez votre vie et vos rêves. Dans votre livre intitulé « Chacun porte en soi une force insoupçonnée », publié aux éditions Albin Michel, vous vous interrogez. Comment se relève-t-on d'un accident qui vous condamne à passer le restant de vos jours sur une chaise? À cela, vous répondez « en acceptant de se passer de ses jambes pour grandir autrement ». Alors, adolescent, vous faites une rencontre déterminante avec un conseiller en orientation qui voit se dessiner en vous une vocation de médecin. Ce qui vous passionne, ce sont les relations, les liens entre êtres humains. Diplôme de médecine en poche, vous devenez alors psychiatre de liaison aux hôpitaux universitaires de Genève. Vous y faites figure d'agent double, dites-vous, à la fois soigné et soignant. Vous êtes à l'hôpital le conciliateur entre les blessés de la vie et ceux qui les soignent. Une position rendue particulière par le fait d'être vous-même en situation de handicap. Votre force, pouvoir se mettre à l'écoute de la souffrance du patient. Militant pour une société inclusive, vous voyez cela comme l'un des plus grands défis que la société doit relever. Cher Nicolas, merci d'être avec nous ce soir. Alors, chère Céline, vous avez maintenant 15 minutes à disposition pour nous présenter votre parcours et avec votre force et puis la sensibilité qui vous caractérise. Merci. Bonjour à tous. Je suis un peu déçue. On n'a pas pensé à moi ce soir.
mais je ne peux pas vous en vouloir. Mais la conception de la salle n'était pas vraiment en adéquation avec mon handicap invisible. Oui, je ne vois pas mes interlocuteurs étant là-bas. Ici, je les verrai. Peut-on changer de place? Bien sûr, je vous la cède. Merci beaucoup. Je vous rassure, je préfère être poli et voir mes interlocuteurs plutôt que vous. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vois personne. De vous, bien sûr. Eux, je les vois, et heureusement. Je les aime. Non, c'est pas parce que je vous aime pas, mais c'est que je suis à moitié aveugle. Je ne vois pas du côté gauche. Et en plus, maintenant, c'est pire parce que je vous vois 2 fois. C'est terrible. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, le handicap invisible, comme son nom l'indique, il ne se voit pas. Et c'est exactement une situation que je vis au quotidien, par exemple dans le tram. Et puis d'ailleurs, il y a une semaine, j'ai encore publié un article sur mon blog, sur le site internet du quotidien Le Temps. Une telle situation. Mais je décrivais comment le handicap était perçu par rapport à la blessure. Parce qu'en plus, j'étais blessée, j'avais des béquilles et une botte. Donc, c'était pas très joli. Mais bon, en même temps, il est mieux accepté et les gens préfèrent le voir qu'un handicap invisible où l'on pourrait croire que la personne a trop bu. Comme ça l'est pour moi parfois. Si je perds un peu l'équilibre comme ça, dans un bar où j'arrive plus bien à coordonner mes jambes. Et en plus, je bois du thé vert, alors vous imaginez? Bref, si on revient, comme elle l'a dit, à mon enfance, ben ouais, j'étais comme monsieur et madame tout le monde, comme vous le direz peut-être. Je vivais à fond, je ne me posais pas de questions. Et en plus, j'avais des bonnes notes à l'école. En sport, en équitation, j'avais des bons résultats. Et cerise sur le gâteau, je plaisais aux garçons. Donc ma plus grande difficulté, c'était la jalousie des autres filles. Ouais, bon, bah, on fera avec, hein. Mais je ne réalisais pas ce qu'il se passait vraiment, ni ce que la vie était. Je ne m'en rendais pas compte. Et puis, un jour, l'accident est arrivé, j'ai tout perdu. Tétraplégique partiellement, je ne voyais plus grand-chose, mais je ne m'en rendais même pas compte au début. Il a fallu, en équitation, que je teste une figure et que je n'arrivais pas à faire pour m'en apercevoir. Mais bon, ouais, il y a la chaise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si elle se déplace. Vous me pardonnerez. Et puis, j'ai pu reprendre l'équitation. Mais il y avait un long chemin déjà jusqu'à là, hein, parce que je pouvais pratiquement plus bouger, je rampais au sol, je dormais sur des matelas par terre, il y en avait contre les murs pour pas que je me blesse. Mais je réapprenais tous les mouvements de la vie, tels que manger, tenir assis, tenir une fourchette. Ouais, puis en plus, je me faisais mal aux dents parce que je claquais contre elles. Et puis, j'avais plus envie de le faire, alors c'était maman qui devait me donner à manger. Et oui, mais c'est aussi grâce à ma maman que j'ai pu aller titiller
peut-être mes limites, mais quelles limites? C'est celle qu'on se fixe soi-même. Donc, ma maman y adhérant et étant elle-même une passionnée d'équitation et une passionnée de la vie, elle qui a toujours cru en moi, comme beaucoup de proches, mon encadrement, ce qui m'a le plus aidée, elle a décidé de me ramener vers le cheval. Tout simplement parce qu'il était mon meilleur ami. On peut tout faire avec lui, comme avec une personne. On peut le caresser, lui donner à manger, des carottes, des pommes, des bisous. Lui parler, lui raconter ses secrets, plus ou moins tout. Et puis en plus, il allait être un de mes meilleurs médecins. Non seulement il m'a aidé à remettre mon bassin en mouvement quand j'ai pu monter à nouveau, même si c'était un peu inespéré parce que j'étais en chaise roulante, je parlais à peine, 3-4 mots. Mais bon, on allait de l'avant. Et ma maman a toujours essayé d'y croire, de m'emmener un peu plus loin. Et pour moi, c'était mon plus grand défi de revenir à la vie. À ce moment-là, au début, je voyais un long tunnel noir. Et finalement, ce tunnel noir, il a continué. Il était rempli d'embûches. Mais au bout, il y avait une lumière. Et pour moi, chaque progrès, ça pouvait être pouvoir lever un tout petit peu le coude ou parler 2 minutes des toutes petites choses. Et là, pour moi, c'était à chaque fois un pas en avant, mais chaque pas en avant, pour moi, c'était une grande motivation parce que les médecins, bon, je suis désolée, mais c'est certainement pas votre cas. Les médecins me disaient à chaque fois tout ce que je pouvais pas faire et tout ce que je pourrais plus jamais faire. Donc, ouais, c'est bien, mais moi, je veux revenir, je veux aller là-bas. Donc, même si j'avais un cahier d'écriture où c'était écrit dessus des 5 ans, pour moi, si j'arrivais à faire quelques tours, quelques lignes, c'était déjà une immense progression. Et je l'utilisais comme tremplin pour aller beaucoup plus loin. Mais le chemin n'était pas rose. Comme je vous l'ai dit, il y avait des difficultés, comme la dépression. On en a parlé avec Nicolas encore tout à l'heure. Il me disait que c'était la pire des situations. J'en suis convaincue également, comme mes proches le sont certainement. Pourquoi je n'avais plus aucun contrôle sur moi-même et personne ne pouvait avoir le contrôle sur moi, ne pouvait m'aider, même les plus proches. À un moment, c'est moi qui ai dû dire, qui ai dû décider, faire le choix de revenir à la vie ou de me laisser aller et je ne sais pas comment ma vie se serait terminée. D'ailleurs, je lui ai dit quel dommage parce que l'on aurait dû se rencontrer avant. Ça m'aurait certainement aidé, dis donc, étant passé 2 fois par son service. Mais c'était pas cool, parce que j'étais vraiment pas bien. Je suis arrivée complètement démoralisée, à zéro, à terre, après 2 tentatives. Donc ça allait loin. Et pour remonter, c'est le sport d'élite finalement qui m'a aidée, qui m'a sauvée. Et ma maman, puisqu'elle y a contribué, c'est grâce à elle que j'ai pu continuer à en pratiquer. Petit à petit, je montais de niveau. Et mon rêve était de revenir à la compétition.
petit à petit, ça s'était fait. Pour revenir sur le regard des autres personnes, je vous expliquais la situation du bus. Pourquoi je demande des fois une place assise? Et en même temps, vous me direz, ouais, mais bon, elle tient parfaitement debout, celle-là. Elle peut très bien rester debout. Ouais, mais c'est stable. Et il n'y a personne, ou plus ou moins, autour de moi. Donc, je ne les écrase pas, on va dire que ça va. Aujourd'hui, je m'investis beaucoup envers l'inclusion et la sensibilisation. C'est une chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc, parfois, je provoque la confrontation. Et j'ose poser des fois une question à des personnes. Parfois, elles sont surprises. Et c'est exactement là où l'on sensibilise. Pendant ma carrière équestre, en para, qui a duré, para, donc paralympique, sport handicap, on est d'accord. Un peu d'éducation. Ou tout au long de ma carrière, j'ai été confrontée à des difficultés aussi, au regard extérieur de personnes. Des fois, l'on m'a posé la question, pourquoi je faisais du sport à ce niveau-là et maintenant, les pensées des gens se sont encore plus renforcées parce que je me suis convertie en athlétisme. Beaucoup se demandent pourquoi je contrains mon corps à de telles difficultés alors que j'en ai déjà largement assez. Oui, d'accord. Les gens disent parfois, t'as accompli beaucoup de choses. Tu as étudié, tu as travaillé, tu fais du sport à haut niveau, tu réalises toutes tes ambitions, tes rêves. Quelque part, c'est quoi ce beans? Parfois, les gens n'y comprennent rien. Moi qui suis soi-disant handicapée, pourquoi j'y arrive? Et eux, ils se demandent en fait pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est une question aussi d'état d'esprit et de philosophie de vie. Aujourd'hui, je peux dire, par rapport à mon enfance, que je suis heureuse et que je suis probablement beaucoup plus que je l'étais avant. Cela pourrait vous surprendre. Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je réalise ce qu'est la vie, ce qu'elle signifie. Et c'est pour ça que j'incite tout le monde à la vivre intensément, à aller loin, à travailler dur. Et finalement, pour prouver que tout est possible, qu'il y ait une question d'état d'esprit, parce que dans la réalité, tout le monde me dirait que non, comme ils le vivent, récupérer d'une paraplégie ou d'une tétraplégie, non, c'est pas possible. Oui, tout est possible, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire de travailler dur envers ses ambitions, se réaliser soi-même. Et c'est là
c'est ces situations-là qui donnent aussi de la satisfaction et qui permettent d'aller en avant. Donc, d'un jour à l'autre, bon, c'était un peu réfléchi quand même, hein, c'était pas seulement un claquement des doigts, mais j'ai décidé de me convertir vers un nouveau défi parce qu'il y a 2 ans et demi, je ne savais même pas encore courir, je n'arrivais pas à coordonner mes bras et jambes. Et maintenant, le 100 mètres, je le fais en 15 secondes 60. Donc, une vitesse moyenne de 24 km/h. Et en plus, maintenant, je suis frustrée parce que mon vélo électrique, il ne va même pas plus vite. Bref, c'est montrer la force, les forces qu'on trouve dans la difficulté. Oui, pour en arriver à là, ce n'était pas d'un jour à l'autre. C'est du travail, sans relâchement, tous les jours, envers un objectif. C'est consacrer toute sa vie. On ne parle pas de sacrifice, car on aime ce qu'on fait. Et puis le handicap, c'est mon plus grand défi dans ce nouveau projet. Oui, beaucoup ne s'en aperçoivent peut-être pas, mais les impacts sur le corps sont beaucoup plus forts. Donc, cela nécessite, par conséquent, à tout moment, de devoir trouver des solutions. On parle de trouver des solutions. Ben oui, plus ou moins pour chaque chose à laquelle je suis confrontée dans la vie, il me faut construire des ponts, trouver des solutions pour y arriver. Comme on le dit, il n'y a pas un chemin pour aller à Rome. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut croire en ces défis. Et la vie, elle mérite d'être menée intensément, sans remords ni regrets, toujours pour aller plus loin. Et tout le monde peut le faire, pas comme moi, parce que quelque chose ne va pas, parce que je suis peut-être dure dans la tête, parce que ma maman l'a été. Je n'étais pas comme ça. On peut se construire et on peut en arriver à là. Et finalement, j'espère que vous ne pensez pas que j'ai trop bu. Merci beaucoup, Céline. Merci pour cette authenticité et ce message extrêmement fort que vous nous faites passer. Philippe, comment est-ce que tu réagis à ces différents points que Céline nous a menés avec beaucoup de force? Je pense au projet de vie, aux défis, à cette volonté à mettre en place pour reconstruire une nouvelle vie. Comment réagis-tu à ce que nous venons d'entendre? En écoutant Céline, première réaction, c'est que je reste assis. Je suis ébaubi. Et je suis ébaubi par la force qu'il y a là. Je préside une association de traumatisés crâniens en France. La France, c'est l'autre pays du gruyère, vous savez, l'autre côté de la frontière. Et je n'ai jamais rencontré une telle résilience. Donc, vous avez juste à continuer à témoigner, parce que c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Et ce projet de
de continuer à avancer, même en titubant, c'est une manière de guérir notre société. Donc, vous êtes juste époustouflante. Et en plus de ça, vous êtes très jolie. Bon, bah, finalement, ce que je vivais en tant que cadeau, maintenant, je précise qu'un garçon m'a déjà dit qu'il trouvait ça mignon que je sois un peu gauche. Ah, c'est bien. Merci Philippe. Merci à toi, Céline. Bravo. Philippe, toi aussi, tu es passé maître dans l'art de réinventer sa vie. Tu es aussi parti très loin dans un voyage intérieur pour retrouver des forces nouvelles, des fondements qui te permettent de rebondir symboliquement, aller plus loin. Comment est-ce qu'on arrive à réinventer sa vie pour toi? Quels ont été les moyens que tu as mis en place pour y arriver? Alors, j'ai beaucoup moins de courage que Céline. Je suis beaucoup plus paresseux que Céline. Céline, vous êtes une bûcheuse. Non, mais c'est clair. Moi, je suis corse. Ça n'existe pas. Donc, comment faire? Je suis d'abord très pragmatique et je crois que vous êtes aussi très pragmatique. On fait ce qu'on peut. Mais ce qui sous-tend, je crois, tous les fragiles, c'est qu'il y a cette, vous le disiez très bien, il y a la joie de vivre. Et cette joie de vivre permet de réaliser des choses extraordinaires. J'en profite pour saluer mes amis en fauteuil devant moi. Il y en a au fond. Je salue aussi les autres fragiles. Parce que les fragiles, en fait, c'est les gens qui ont des difficultés physiques, psychiques, hein, docteur? Peuvent être malades, peut-être un peu dépressifs aussi, ça nous arrive de nous. Ça peut être la maladie, tout simplement. L'âge, grosso modo, ça concerne tout le monde. Donc je suis heureux de vous saluer tous, les fragiles. Nous avons ça en commun. Un merci à Betty. Où est-ce qu'elle est, notre présidente? Elle est où? Elle est là. À notre présidente, notre président à côté, voilà, Tal. Toute l'équipe qui a magnifiquement organisé ce séjour. Je signale que je suis à ma droite le docteur de Tonac et à ma gauche le fils de Tonac. Je suis pris en sandwich entre la famille de Tonac. Et je les remercie pour ce qu'ils font. Je voudrais remercier Emmanuel Tagnard, que je connais depuis quelques années maintenant. Il était venu au Maroc, nous l'avons reçu avec Radija qui est là, qui se cache toujours. Elle est là, mon épouse, avec ma belle-sœur, Naïma, voilà. Et donc Emmanuel est venu pour faire un journal télévisé pour la RTS, à l'occasion de la sortie du film Intouchable qui avait fait le 2e meilleur score en France, mais le meilleur score dans le monde par un film français. On est très fiers de ça. Et nous avons eu avec Radija des dizaines d'équipes de télévision qui sont venues pour ce film. Mais c'est le meilleur reportage que j'ai vu. Parce que c'était respectueux, attentif, pertinent. C'est un grand journaliste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je crois maintenant que tu t'occupes des questions spirituelles à la RTS. Et ce document qu'il a fait pour les informations était tellement percutant que lorsqu'il m'a rappelé quelques mois plus tard pour proposer de venir faire avec Raphaël Régnier, je ne sais pas si elle est là ce soir, Raphaël Régnier, un documentaire de, je ne sais plus combien de temps ça durait. C'était 52 minutes. 52 minutes, avec Alexandre Jolien. Extraordinaire, Alexandre Jolien. Philosophe suisse, un humour à tomber par terre. Et nous avons passé une semaine de... Bon, j'étais très impressionné par l'intelligence, la culture
d'Alexandre, et très soulagé qu'il aime bien rire. Parce qu'on s'est très bien entendu, et je trouve que ce que vous avez fait est un très joli documentaire. J'ai oublié le titre de ce documentaire. De Chair et d'âme. De Chair et d'âme. Joli titre. Donc voilà pour Alexandre et Emmanuel. Je voudrais saluer ma famille, parce que j'ai de la famille genevoise. Ma cousine Barbet, elle est là, ma cousine Barbet, qui nous a fait venir ici. J'ai un petit neveu, Alexandre Toussaint, qui doit être là aussi. Et une nièce ravissante, Julie Wittgenstein. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. Wittgenstein. Et des cousins ultramarins. Et une mention particulière pour Fernand et son épouse Adrienne, et son frère Yves, son épouse Inès. Yves Ultramar est peut-être là ce soir avec son épouse, je crois. Ah ben il est là, bonjour, cher cousin. Yves a écrit un livre que j'ai lu récemment, il est récent d'ailleurs, ce livre il a une année, et je mentionne parce que c'est un livre époustouflant. Je suis resté à la renverse, tellement il y a de force dans ces livres. Je vous le conseille vivement, il s'appelle « Tu seras rencontreur d'hommes », homme avec un H majuscule. Une leçon sur toute une vie de méditation, de sensibilité, d'enracinement, et c'est un sujet que nous allons aborder tout au long de la soirée, de rencontres, de relations. Donc s'il y a une chose que vous allez pouvoir retenir de moi, c'est de lire le livre de mon cher cousin Yves Ultramar. Voilà. Alors, j'ai eu 2 vies pour le prix d'une. C'est une très bonne affaire. Mais ce soir, c'est encore une promotion plus spéciale, la période des soldes. Et ce soir, ça sera 3 vies. Mais la 3e vie vous concerne directement. La première, c'est celle d'être dans le monde normal, actif, valide, performant, d'apparence éventuellement. La deuxième, donc 42 ans de cette vie, où tout a l'air d'aller bien. La deuxième, après, comme pour Céline et Nicolas, l'accident, et 26 ans d'une vie beaucoup moins confortable. Même si je ne bouge pas, que c'est pour un corps, c'est la sinécure absolue, c'est quand même une vie pas commode, pas seulement par la paralysie, mais par l'inconfort. Comment on peut dire ça d'une manière soft? C'est douloureux. Donc cette seconde vie, j'y ai quand même trouvé des choses. Et la 3e que je voudrais vous faire partager, parce que c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même. J'imagine qu'après 42 ans de vie normale, 26 ans de tétraplégie douloureuse, au miracle, je reviens dans le monde des valides. Mais cette fois-ci, je suis debout. Est-ce que je serais le même imbécile que j'avais été les 42 premières années? Non. Je reviens avec ce que j'ai découvert comme richesse dans la fragilité et l'inconfort. Et je crois que c'est quelque chose que vous pouvez faire chacun d'entre vous. C'est imaginer que vous êtes dans votre vie quotidienne, très occupé, et de temps en temps, vous dites « Ah, mais est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que j'accepte mes fragilités, mes différences, qui définissent notre condition humaine ?» Et il suffit de se poser la question pour changer d'attitude très souvent. Alors, pour aller un peu plus loin sur le sujet dont parlait Emmanuel, du défi sur réinventer sa vie, 2 anecdotes qui montrent ce qu'il ne faut pas faire. La première, dans mes nombreux séjours hospitaliers et de rééducation, j'avais rencontré un jeune homme tétraplégique incomplet. C'est vraiment pas très élégant, il n'était pas complet. Tétraplégie incomplète, c'est-à-dire qu'il pouvait un peu bouger les bras. Il avait un accident parce qu'il était un fanatique de voiture de course, un fou de vitesse, ce garçon. Il a passé 5 ans à se reconstituer avec des opérations très pénibles, des rééducations très longues, pour être capable de reconduire. Et quelques mois après avoir repris une voiture aménagée quand même, il s'est tué dans un virage. Il allait trop vite.
Je pense que le défi qui est de réinventer sa vie nécessite de prendre les virages quand il le faut. Il l'avait raté. La deuxième anecdote, elle me concerne et j'en suis pas très fier. Et je suis même un peu gêné de partager ça avec vous. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, non, c'est tragique. Je faisais du parapente après la mort de Béatrice. Et donc, je ne pouvais plus bouger et j'avais un copain qui pilotait au-dessus de moi. Et à chaque fois qu'il atterrissait, c'est moi qui le servais de train d'atterrissage. Et c'est très douloureux parce que je freinais avec la tête. Donc, de temps en temps, c'était même saignant. Et j'ai arrêté le jour où, après avoir encore servi de train d'atterrissage, mais cette fois-ci dans l'herbe fraîche, un peu plus confortable quand même, j'ai terminé le nez dans une bouse de vache. Elle était fraîche. C'est atroce. J'ai arrêté après. Tout ça pour dire que pour relever le défi et réinventer sa vie, il ne faut pas avoir le nez dedans, il faut prendre un peu de hauteur. Alors, dans cette vie de valide que j'ai connue pendant 42 ans, c'était surtout l'impression que je faisais beaucoup de choses, comme nous tous, je suppose, et que c'était très gratifiant en même temps, mais que c'était une manière pour moi d'occulter la fragilité de mon épouse et aussi ma propre fragilité. Et une espèce de fuite en avant, de ne pas vouloir prendre conscience que la réalité, c'est que je suis efficace, performant, présentable, mais aussi fragile et différent. Et je pense que j'avais raté là aussi un virage, pas pris assez de hauteur sur ma vie, et que dans la fragilité, j'ai découvert une chose qui m'avait complètement échappé, c'est que dans la fragilité, le grand handicap, vous ne savez pas ce que sera demain. C'est impossible de deviner dans quel état vous serez demain. Et si vous ne pouvez pas savoir ce que sera demain, vous arrêtez de courir pour demain, ce que j'avais fait pendant 42 ans. Je passais mon temps à courir pour une situation qui serait meilleure demain. Donc je ne cours plus, et je ne cherche pas à améliorer mon futur. Je ne sais pas ce qui sera. Je ne peux pas vivre non plus dans le passé parce que je ne suis pas le même. Je suis un peu modifié et on ne peut pas vivre dans le regret du passé. Donc j'ai découvert avec délectation le présent. Et notre société ne vit pas au présent. Or, dans le présent, il y a quelque chose qui est absolument délicieux. La première, c'est que j'ai fini par savoir qui j'étais, parce que vous avez sûrement fait l'expérience, Céline, c'est que quand on est allongé et un peu fatigué, eh bien, comme disait Emmanuel tout à l'heure, le plafond, c'est votre conscience. Et dans votre conscience, vous savez qui vous êtes, vous savez quel est le distinguer à nouveau ce que c'est que le bien et le mal. Vous ne faites plus de compromission entre ce que j'étais auparavant, c'est-à-dire une vague conscience de ce que je devrais faire et une pression pour faire autrement. Donc, dans le présent, vous êtes vous. Et la deuxième chose que j'ai découverte dans le présent, et ça m'avait échappé, mais je ne suis pas très brillant, mais ça m'avait complètement échappé, c'est que vous ne pouvez pas rencontrer l'autre dans l'agitation, le mouvement, parce que vous le croisez, mais vous ne le rencontrez pas. Yves serait d'accord avec moi, la rencontre qui est quand même essentielle, elle se fait maintenant. Elle se fait maintenant tout de suite, et en plus de ça, elle se fait ici, c'est-à-dire dans un espace dont j'ai tout d'un coup pris conscience que ça existait, l'espace immédiat, l'espace de la relation. Donc je ne vais pas durer trop longtemps là-dessus, mais la relation, c'est quand même, non pas, comme on m'a toujours dit dans ma vie, que la vie, c'était la satisfaction de mes besoins, de mes ambitions. La vie, c'est pas ça. La vie, j'ai mis du temps à découvrir. C'est l'autre. Michel Serres, qui nous a quittés récemment, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, dit que la relation,
c'est l'atome du bonheur. Je crois qu'il a tout dit. Donc, dans ces 26 ans d'inconfort, j'ai quand même découvert deux choses, moi et l'autre. Et ça fait une vie. Alors, la troisième vie dont je parlais tout à l'heure, qui vous concerne, c'est de revenir dans le monde valide en ayant fait sienne les richesses de la fragilité. Alors moi, je connais la recette, mais comme valide, je ne l'avais pas perçue. Alors la première recette, c'est de faire silence. Silence, vous vous retrouvez, et vivre maintenant, vous retrouvez l'autre. La recette, c'est de faire silence pour aller vers l'autre. Il faut le faire tous les jours. Yves le dit très justement. Méditation quotidienne, ça ne fait pas de mal. On ne prend pas le temps. Il me semble que vous avez parlé de ça tout à l'heure, de prendre le temps. On ne prend pas le temps, on est pressé. Mais ce n'est pas un bon calcul. Prenons le temps de faire silence. Notre dernière fille, Wijdan, dit toujours « je vais faire la pause Pozzo ». Elle a compris, elle a 12 ans. Elle a compris que faire un petit moment de silence permet de recadrer les choses et permet de réinvestir la société d'une manière plus pertinente. Donc, faisons silence, et puis ensuite ouvrons-nous aux autres, et puis à leur différence, à leur fragilité, et ça change le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. J'aimerais revenir, Philippe, sur ce moment important de la contemplation du plafond dans la chambre d'hôpital, parce que tu reviens souvent dans tes livres sur ce moment qui me semble être un point de rupture dans ta vie qui t'a permis de rentrer dans une sorte de méditation intérieure. Parce que tu dis à un moment donné, dans un de tes livres, tu dis « La solitude est terrifiante. Elle a été pour moi la chose la plus difficile à affronter. » Cette descente en toi, ça a été quelque chose, une espèce de descente abyssale vers un grand vide ou vers un grand tout? Ouais. Qu'as-tu trouvé? Non, j'arrive. Oui. Non, effectivement, j'étais très agité et toujours dans le bruit. Donc c'est vrai que quand on prenait un grand coup sur la tête, hein, Céline, quand on prend un grand coup sur la tête, tout d'un coup on découvre le silence. Alors, le grand virage dans ma conversion, c'est pas tellement le coup sur la tête en fait. Et tu le dis, en fait tu le laisses entendre. Le grand virage, c'était la mort de Béatrice. Et là, c'est la solitude. Sinon, j'étais un très très bon tétraplégique. Très efficace, très performant, remarquable tétraplégique. Mais la mort de l'être aimé, c'est autre chose. Donc, on rentre d'abord en dépression. C'est terrible, la dépression. Hein. C'est une maladie, docteur, la dépression. C'est terrifiant, c'est une maladie très courante. Mais je ne connaissais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la dépression? Surtout quand vous êtes tétra comme moi, mais vous restez sur votre lit, vous mettez dans le noir et vous attendez que ça passe. Ça a duré des mois. Mais dans ces mois d'absence, on va dire, j'ai finalement retrouvé ce que dit Yves dans son livre, j'ai retrouvé une voix intérieure. Moi qui suis un mécréant, j'ai finalement perçu qu'il y avait un mystère de la vie et que ce mystère de la vie nous reliait d'abord à sa propre conscience, à l'autre, aux autres, au monde, à l'univers même. Et donc il y a cette notion tout d'un coup d'appartenir, de faire partie. Je ne suis plus un cheveu sur la soupe qui pense qu'à lui, je suis un parmi d'autres. Donc cette découverte tout d'un coup que je suis moi, un parmi d'autres,
et dans un mystère assez jubilatoire de la vie. À partir de là, on se reconstruit. Donc le plafond blanc est devenu tout d'un coup une espèce de voûte céleste? Oui. Oui, alors encore assez mystérieux, ça. Autant mon épouse Béatrice est très religieuse, mon épouse Radija est très religieuse, je reste un grand crétin. Mais je perçois un mystère qui m'avait échappé. L'arrogance de l'homme moderne, qui est de croire qu'il domine tout, que tout peut se plier à sa volonté, me paraît tout d'un coup complètement stupide. Alors maintenant, dire qu'il y a un grand ordonnateur, je ne sais pas, mais j'ai découvert que nous sommes un parmi d'autres, parmi un ensemble. C'est une forme de mysticisme. Et dans cet état quasi méditatif, tu as donc rencontré la force de l'instant présent, qui n'était pas du tout quelque chose que tu vivais dans ta vie précédente. Oui. La disponibilité au moment et à l'autre. Oui, oui. Et en fait, on court après le bonheur. Hein. On est tous en train de chercher le bonheur. On vous fait des recettes sur le bonheur, on vous en fait autant que vous en voulez. Et essentiellement, on nous dit, le bonheur, c'est vous. Et finalement, je pense, dans l'état d'inconfort physique et neurologique dans lequel j'ai été longtemps, lorsque vous êtes tout d'un coup entré en vous-même, que vous percevez à nouveau votre identité. Alors nous sommes tous singuliers. Vous percevez cette identité, vous êtes disponible, parce que vous ne pouvez pas bouger de toutes les façons. Comme disait Abdel, dont on parlait tout à l'heure, Abdeli dit très, très simplement, il dit, le tétra, c'est pas compliqué, vous le trouvez là où vous l'avez laissé. Donc j'étais là, disponible, dans mon lit, pas pouvoir bouger. Je regarde le plafond, je suis assez bien avec moi-même, finalement je suis réconcilié avec moi-même, ce qui est très gratifiant, d'être réconcilié avec soi-même. Vous le disiez vous-même, de se retrouver comme ça. Et j'attends le prochain. Mais le prochain, ce n'est pas celui qui me ressemble. Le prochain, ce n'est pas celui qui fait partie du clan qui est identique à nous. Le prochain, c'est justement celui qu'on ne sait pas. C'est le suivant. Souvent un étranger. Et je découvre avec délectation ce prochain et je suis entièrement disponible à cette relation. Et c'est fou ce qu'on peut avoir comme richesse dans cette disponibilité à l'étranger, à l'autre, qu'on ne connaît pas forcément. Et comme on est totalement désarmé et désarmant, la relation se fait en confiance. Donc on est bien. Je peux dire que je prends mon pied depuis que je suis en fauteuil. Non, pas exagéré, il ne faut pas non plus que c'est temps. Tu dis aussi quelque chose de très fort pour rester dans la thématique du silence. Tu dis « Le silence n'est pas un exercice personnel exclusif. C'est aussi un engagement vis-à-vis de l'autre qui n'est pas en état de faire silence lui-même. » Oui, parce que dans notre société, et j'étais comme ça, je ne savais pas ce que c'était que de faire silence sur moi-même, et donc j'étais un agité. Et beaucoup de gens ne sont pas confortables. Et donc il faut les amener, et comme je suis assez inoffensif, il faut les amener, je ne suis pas agressif du tout, il faut les amener à se désarmer. Le geste que nous autres, les gens du fauteuil, connaissent bien, c'est que je dis toujours aux gens, venez me dire bonjour. Et pour les femmes, venez m'embrasser, s'il vous plaît. Ah ben ça marche. Je peux le dire. Non, mais ça marche, c'est-à-dire que l'autre va se désarmer. Et peut-être qu'on rend service, finalement. Nous, les fatigués du fauteuil, nous avons un rôle de désarmer l'autre. C'est un rôle considérable. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Les visiblement fragiles, mais c'est vrai pour tout le monde. Le rôle de la fragilité acceptée. Vous mettez l'autre tout à fait bien dans ses pompes. Il va se convertir. Il ne demande que ça, en fait. Il faut juste l'inciter. Donc nous avons un rôle considérable. Les ambassadeurs d'un vivre ensemble. C'est pas mal. Hein. Ouais.
Philippe, cette philosophie de vie qui s'apparente à une grande sagesse, est-ce qu'elle est à la disposition de tout un chacun? Ou est-ce qu'il faut, comme toi, avoir été emmuré dans un mutisme pendant de nombreuses années pour réussir à l'atteindre? Est-ce que nous autres, n'importe qui peut y arriver? Ou il faut tout un immense parcours et un grand cheminement intérieur pour arriver à ça? Bon, écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être là. Regardez Yves. Il va bien, Yves. Hein, il a fait un très beau livre. Il a une sagesse extraordinaire, très supérieure. Donc je pense simplement que cette sagesse ou ce vrai bonheur, appelons ça, la recherche du vrai bonheur, se fait simplement dans l'honnêteté avec soi-même. Alors nous avons un avantage, c'est que nous avons le temps d'y penser. Alors que dans l'agitation de tous les jours, il faut avoir la discipline de lever le pied de temps en temps. Ça, c'est une parole de Tétra, lever le pied. Et vous avez finalement trouvé quelque chose. Je ne sais pas si c'était ça ta question. C'était ça ta question, Emmanuel? Ça peut être en tout cas une bonne réponse. D'accord. Il y a aussi différents personnages qui ont beaucoup inspiré ta vie, et je pense notamment à Jean Vanier. Ah oui. Ah oui, là tu as raison. Alors je voudrais quand même revenir. Avant Jean Vanier, j'avais établi une table des 10 commandements, en toute modestie, entre nous. Les 10 commandements du fragile. Et je voudrais la faire partager parce que on m'a demandé un peu de réfléchir sur les étapes les leçons de vie. Alors, les leçons de vie, et après je reviens à Jean Vanier, parce que pour moi c'est essentiel. Les leçons de vie. Tu peux me lever, tu montes avec... Non, touche à rien. Tu lèves ton pouce. Lève ton pouce, voilà. Premier commandement. Allez. Alors, premier commandement, faites silence, vous avez compris, ça c'était facile, on fait silence. Deuxième commandement, merci, c'est faire être dans l'attente de la rencontre avec l'autre, ne pas refuser l'autre. J'ai dit que c'était pour les fragiles, mais c'est pour tout le monde, hein, ce que je dis là. Juste pour, si vous n'avez pas percuté le truc. Troisième. 3, s'il te plaît. Non. Pouce, second, troisième. Ah oui, putain. Troisième. Oui, dans la souffrance, on reste sur l'essentiel. C'est une chose qu'on découvre dans notre état un peu fatigué, n'est-ce pas Céline et Nicolas? C'est qu'on est souvent pris par des situations inconfortables et que dans ce cas-là, on ne va pas se disperser sur n'importe quoi. Je me suis toujours demandé pourquoi, quand j'étais valide, je ne faisais pas la même chose. Je restais un peu sur l'essentiel. J'ai découvert avec ma fragilité que j'étais mortel. J'avais oublié. L'intouchable n'était pas mortel, soi-disant. Mais une fois que vous avez intégré que vous êtes mortel, vos priorités se réorganisent. Donc, ce n'est pas bête de garder en tête qu'un jour ça s'arrête et qu'il faut réorganiser les choses d'une manière plus logique. Je suis très fragile, j'ai besoin de discipline. Vas-y. 4. Ah oui, 4. Sans le pouce, d'accord. 4, je suis très fragile et je dois gérer ma fragilité. Donc je suis dans une certaine, on dit tempérance peut-être. Pas faire n'importe quoi avec ma fragilité. C'est vrai pour tout le monde. C'est ce que je ne faisais pas avant. Apprendre la patience. Alors là, quand vous ne pouvez rien faire, vous êtes bien obligé d'être patient. Mais je vous jure que ce n'est pas bête d'être patient. Ça rend la vie beaucoup plus agréable. L'impatience, ce n'est pas bon pour la santé. 5. Je faisais beaucoup trop de choses. Je courais après l'excès. On appelle ça en sociologie, il me semble, docteur, le polysocialisme exacerbé. Quelle jolie expression, pour dire que je m'éclatais sur n'importe quoi, y compris sur des excès de... Je ne dis pas tout, peut-être. Mais des excès. Et je dis, aujourd'hui, vivons light.
C'est vraiment pas nécessaire de s'exploser. Je continue. On est à quel numéro 41.6. Accepter la différence. Une fois que vous êtes en paix avec vous-même et que vous allez prendre plaisir à recevoir l'autre, ce n'est pas pour lui imposer votre modèle. Vous l'acceptez tel qu'il est. Bon, il faut accepter la différence. Suivant. Oui. Je dépends de Corentin, entre autres, de son père éventuellement, mais eux dépendent aussi des autres. Nous vivons dans une interdépendance qui me paraît aimable et qui a en tout cas un potentiel de relation plus humaine. Accepter notre dépendance et du coup notre interdépendance. 8. J'ai dû en rater un ou deux, mais ça fait rien. Le dernier truc, c'est, comme disait, je ne sais plus qui, Emmanuel, peut-être ou toi, je ne sais plus. Prenez le temps et respirez. Ça se passe maintenant, donc ratez pas l'occasion. Il ne faut pas penser à ce que vous allez faire demain. Tu peux essayer. Merci. Merci. Prenez le temps, respirez, parce que c'est maintenant que ça se passe. Voilà, ça c'était pour les 10 commandements. J'en ai raté un quelque part, mais c'est pas grave. Les 10 commandements du fragile, mais l'enseignement de Jean Vanier maintenant, parce qu'il me paraît très essentiel pour l'avenir de notre société. Tout le monde connaît Jean Vanier ? Vous connaissez l'institution L'Arche qui accueille les trisomiques dans le monde entier. C'est Jean Vanier qui a monté ça. Il est mort tout récemment, Jean. C'était un grand ami, un grand monsieur. S'il faut résumer sa philosophie, c'est compliqué parce qu'il a écrit beaucoup de livres. C'est le fils du Premier ministre canadien. C'est un officier de marine engagé pendant la guerre à l'âge de 13 ans dans la marine anglaise. À 28 ans, il décide de devenir philosophe. Il écrit un magnifique livre qui s'appelle « Le goût du bonheur », justement. Quel beau sujet. Et puis, à 40 ans, je crois, 40 ans, il rentre dans un asile de fous. Et oui, on les appelait comme ça, je crois, à l'époque. Un asile de fous. Et il voit 2 trisomiques attachés au radiateur. Et lui, comme philosophe, il dit c'est pas acceptable. Et donc, il fonde l'Arche dans le monde entier. Et son idée, c'est le goût du bonheur, c'est d'être enfin, parce que ça prend du temps, c'est du travail, c'est d'être enfin, et là, c'est la révolution culturelle de Jean, absent à soi-même. Absent à soi-même. Vous vous oubliez, vous êtes absent à vous-même, ouvert à tout autre, quel qu'il soit. Et il rajoute alentour, c'est-à-dire dans une relation de proximité. Le goût du bonheur, c'est d'être enfin absent à soi-même, ouvert à tout autre, alentour. Alors il avait institué les foyers de l'Arche, où l'unité de base, c'est la tablée. On partage avec les valides et les invalides autour d'une table et ça crée une communauté. C'est une révolution. Alors un jour, il nous demande de venir avec Radija, témoigner pendant 3 jours dans son centre à Compiègne. Et j'ai en face de moi la cour des miracles. Des polyhandicapés, des maladies infantiles, des traumatisés crâniens lourds. Enfin, il n'y avait pas une personne qui parlait en face de moi. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprenait ce que je disais. Et je disais rien d'ailleurs. Moi, le tétra, qui pourtant considère que j'étais un Aristote du handicap, eh bien, pas du tout. J'étais tétanisé de terreur devant cette extrême différence. Et là, je suis incapable. Oui, je suis là en face de vous et je ne suis pas capable de m'adresser à vous parce que je suis terrorisé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et Jean, il est à côté de moi, il sourit toujours. Jean, c'est un saint, il sourit. Il rigole même. Il a beaucoup d'humour, Jean. Mais il ne me dit rien du tout. Et je reste comme ça plusieurs minutes à respirer. J'ai finalement compris ce qu'il racontait. Mais ça, ce n'est pas évident.
pour être capable de rentrer en relation avec cet autre extrême. On est à la limite de la survie, là. Il faut se désarmer complètement. Il faut complètement s'oublier. Et c'est ce renversement du cœur et des passions qui fait que je suis capable enfin de percevoir le chemin de dignité de cet autre qui m'est tellement étranger. Et c'est là où je dis que Jean, c'est une révolution pour notre société, parce que nous sommes confrontés à une société qui ne sait pas très bien où elle va, qui est un peu malade d'efficacité, de solutions. Mais si vous prenez l'attitude de Jean Vanier, qui est de dire « je m'oublie quand je te regarde, toi qui es différent, surtout toi qui es très différent », je vais être capable, en m'oubliant, de trouver la solution à ton problème. Mais si je ne m'oublie pas, je vais écraser l'autre. Il est tellement fragile qu'il ne va pas survivre. Mais c'est vrai pour l'écologie. Si je ne fais pas attention à cette écologie qui est devant moi, si je ne m'oublie pas pour observer exactement ce qui se passe, je ne vais jamais la guérir. C'est vrai pour les rapports sociaux, c'est vrai pour tout. Donc cette attitude de Jean Vanier, qui est une révolution philosophique pour moi, qui est de s'oublier pour trouver, c'est la solution. Voilà, c'était ça la... Merci beaucoup Philippe d'avoir partagé avec nous ces conseils. Alors, docteur de Tonac, vous êtes le troisième. Comment est-ce que vous réagissez non seulement au témoignage de Céline, mais aussi à ce que dit Philippe? Vous êtes à la fois médecin et en même temps, vous-même, dans votre chair, vous avez aussi été atteint profondément à 15 ans. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça? Parce que ça ne peut pas vous laisser, bien évidemment, indifférent. Je me pose la question de ce que je pourrais encore dire, qui n'a été dit. Je suis très impressionné par la force de vie de Céline, comme l'a dit Philippe, mais j'ai aussi été d'emblée extrêmement impressionné par la capacité de résilience de Philippe, qui aurait pu abandonner le combat, chose qu'il a peut-être eu envie de faire, comme tout un chacun parfois dans son existence, parce que je crois que si nous n'en parlons pas entre nous, c'est malgré tout parce que nous n'avons pas envie d'aller visiter cette partie des missionnaires de nous-mêmes. Or, elle est présente, et certainement que c'est dans le cadre de la dépression que cette confrontation est la plus cruelle. Il n'empêche que tous ces témoignages, ces deux témoignages, me poussent à dire que j'ai encore tellement à apprendre et à comprendre, et que je n'aurai pas le temps, certes, parce que je dirais que c'est assez infini ce qu'il y a à apprendre et à comprendre. Mais c'est vrai en même temps que c'est lorsque nous sommes confrontés à notre impuissance et que nous l'accueillons que nous avons la possibilité réellement de faire connaissance avec nous-mêmes dans cette fameuse fragilité. Et je crois que c'est un passage obligatoire de cette confrontation à nous-mêmes pour se poser la question de l'autre, à travers l'autre soi-même, mais dans la rencontre avec ceux que nous croisons, mais peut-être que nous ne prenons pas le temps d'écouter et d'accueillir. C'est plus facile d'en parler que de le faire, parce que
si j'en parle avec aisance, je ne suis pas forcément très à l'aise au moment où j'y suis confronté, alors que j'avais l'intention de faire autre chose que ce que l'autre me propose. Mais la vie est ainsi faite. Et j'ai toujours le choix de relever le défi de la rencontre avec l'autre ou, je dirais, de passer mon chemin et d'aller vers un avenir hypothétique. Je dis hypothétique parce que c'est une spéculation. Alors que ici et maintenant, il m'est proposé de rencontrer l'autre. Pourquoi ne le fais-je pas? Peut-être parce que, je pense, que je ne me suis pas assez visité intérieurement pour comprendre qui je suis. Et quand je dis comprendre, c'est prendre à l'intérieur de moi-même. Donc on voit bien ce phénomène de poupée russe qu'on ouvre, qu'on ouvre, qu'on ouvre, et sans cesse on en trouve une autre. Je crois que ces deux témoignages nous montrent que lorsqu'on a la possibilité de relever un défi, quand on en trouve les ressources et qu'on se prend à y croire, alors, effectivement, on s'ouvre à la vie. Voilà ce que ça m'inspire. Nicolas, si vous permettez, nous avons préparé ensemble un certain nombre de questions et j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours, sur les défis qui vous ont animé jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez adolescent au moment de votre accident en 1965. C'est une époque où les infrastructures d'aide pour les personnes en situation de handicap n'existaient pas. C'est d'ailleurs 4 ans avant la fondation de Foyer Handicap et de son premier appartement Baobab que vous êtes accidenté. Quel a été votre principal défi à cette époque? C'est difficile de dire quel a été le principal parce qu'ils étaient tellement nombreux. Mais je crois que dans mon souvenir, mon obsession, c'était de rester avec les autres, d'être avec les autres. Et ça a été ma chance, parce qu'après un bref passage, une année quand même, dans un ghetto parisien qui proposait une scolarisation en même temps qu'un accompagnement pour des personnes en situation de handicap, mais c'était véritablement la cour des miracles, parce qu'il y avait de tas de handicaps différents, et tout ce petit monde cohabitait, et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien de passer dans ce monde-là, qui n'était pas un monde où on était soigné, contrairement à l'hôpital, où il faut savoir que quand on est à l'hôpital, on est là pour être soigné avec l'hypothèse de guérir. Donc, il y a un espoir réel jusqu'au jour où on sort de l'hôpital et où on se dit « c'est terminé ». Il n'y aura donc pas de guérison. On le savait, mais ce jour-là, c'est un jour fondateur puisqu'on arrête les soins à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se soigner soi-même, bien au contraire, encore plus qu'auparavant, puisque la personne devient propriétaire de son handicap et en a la gestion totale. Mais dans ce passage à Paris, j'ai probablement compris que ma vie n'était pas là. Je ne pense pas que je l'ai compris seul, parce que mes parents m'ont fait sortir de cet endroit et pour que je revienne dans un circuit scolaire, on va dire normal, c'est-à-dire l'école obligatoire ouverte à tout le monde. Et ça a été une grande chance parce que effectivement, je suis resté au milieu d'une population multiple. Mon handicap
n'était plus une raison d'être exclu, j'étais inclus. Voilà. Et ça, j'ai compris ça a posteriori, mais ça a été un élément extrêmement important dans la possibilité de rejoindre le monde actif, mais aussi l'espoir d'une vie satisfaisante. Parmi les différents défis, il y en a un, par exemple, celui de l'acceptation de la nouvelle condition. Vous dites une acceptation totale, vous l'écrivez dans votre livre. Est-ce que l'appropriation totale du handicap est une étape importante dans le cheminement intérieur du patient ? Vous écrivez « J'ai dû guérir de mon envie de ne pas être ce que je suis ». Et vous ajoutez que cela ouvre l'individu à la possibilité d'une réaction dynamique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, une réaction dynamique ? Alors, cette réaction dynamique, c'est justement la mise en route d'un processus d'accueil de la réalité. Et pas seulement cette réalité centrée sur soi-même et sur le handicap, mais sur la réalité globale. Et c'est un sacré défi, parce qu'elle est contrariante, cette réalité. On peut la décrire comme belle. Oui, elle est belle lorsque on ne veut pas en faire quelque chose d'autre. Mais combien de fois on est d'accord de ne pas en faire quelque chose d'autre ? Et au fond, ce défi d'accepter le handicap, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une découverte permanente. Et c'est un processus sans cesse recommencé. Donc, je dirais que c'est un processus de croissance. Et ce processus de croissance, bizarrement, il s'accentue en vieillissant. Alors que j'ai toujours eu le sentiment que le vieillissement était une involution. Mais c'est une involution physique, mais pas spirituelle. Sur le plan de la spiritualité, le vieillissement est quelque chose qui nous pousse à grandir, sans quoi on veut rester jeune. Vous êtes très attaché à la notion de solidarité. C'est sans doute aussi pour ça que vous êtes engagé auprès de Foyer Handicap et de Pro-Infirmis. Qu'avez-vous appris auprès de vos compagnons d'infortune ? J'ai appris que d'abord j'étais comme eux. Ça a été très long de pouvoir me dire je suis comme eux et de pouvoir les côtoyer. Parce que je ne me côtoyais pas au départ. J'avais du mal à me voir. Je donnais le change sur le fait que je vivais avec mon handicap et que grâce à l'humour décapant que je peux avoir, je pouvais cultiver la dérision par rapport à tout ça. Mais en réalité, c'était une prise de distance vis-à-vis de moi-même et pas forcément toujours dans le bon sens. Et quand j'étais confronté aux personnes qui étaient dans une situation identique à la mienne, alors là, il n'y avait plus de faux semblants possibles. Il n'y avait plus de déviation. Et c'est ce que j'ai appris, finalement, c'était probablement à m'accepter un peu plus moi-même dans ce côtoiement. Vous êtes tous les trois à devoir dire aux autres « j'ai besoin de toi ». Pourquoi, Nicolas de Tonac, est-ce si difficile de l'admettre et de le dire dans notre société ? C'est difficile parce que si j'ai besoin de toi, c'est que je ne suis pas tout-puissant. Et le leitmotiv de notre société, c'est la toute-puissance. C'est donc quelque chose de totalement immature, puisque c'est l'enfant qui se met toujours dans une position de toute-puissance et qui ne supportait pas d'en sortir. Grandir, mûrir, c'est sortir de cette position. Alors, à un moment donné, lorsque vous étiez en charge de la communication ou vous avez réfléchi au sein du comité de
de Pro Infirmis à une campagne de sensibilisation particulière, vous avez donné un mandat à une boîte de communication de trouver un slogan. Vous le dites dans votre livre, et parmi les différents slogans qui ont été trouvés, il y en avait un particulier qui disait « Merci aux personnes handicapées de nous donner l'occasion d'être un peu moins cons ». Alors c'était provocateur, bien évidemment, et ça n'a pas passé la rampe. Mais est-ce que finalement le handicap est une chance pour les valides? Oui, c'est bien sûr que c'est une chance, parce que si moi, je dis à la personne valide, enfin celle qui dispose de ce que je n'ai pas, pour sortir de la notion valide-invalide, mais celle qui dispose de ce que je n'ai pas, lui dire « j'ai besoin de toi », je lui ouvre une porte, je ne masque pas ma vulnérabilité, donc je lui donne aussi l'opportunité de côtoyer sa propre vulnérabilité et de ne pas devoir s'en cacher. Et c'est ainsi que la rencontre peut se faire. Votre livre s'intitule « Chacun porte en soi une force insoupçonnée », mais vous dites aussi que nous ne sommes pas tous égaux en ressources devant le malheur. Comment faites-vous concrètement pour traverser ces moments difficiles? Je crois que j'ai besoin des autres. J'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de votre amour, de votre compréhension. Et tout seul, je ne suis rien. J'ai besoin de l'autre. Ceux qui sont proches de moi à un moment donné ou dans mon quotidien. Ça m'est égal. L'important, c'est ce que je reçois d'eux. Et c'est ce qui m'aide à sortir du désespoir, à sortir, je dirais, de l'aridité glaciale de la solitude, je dirais de la solitude au sens de l'isolement. Et je ne parle pas de la solitude, celle que je cherche quand je suis avec moi-même. Parce qu'en fait, on parle de solitude, mais je suis avec moi-même, je ne suis pas seul. Et dans l'idée que je trouvais très importante, développée par Philippe, cette idée de pouvoir méditer, de pouvoir aller à la rencontre de soi, je crois que c'est ce qu'a fait le Christ quand il est parti dans le désert. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important parce qu'il a réalisé quelque chose dans ce qui nous est transmis, il a réalisé quelque chose qui est tout à fait exceptionnel parce qu'il est allé au fond de lui-même. Et je crois que c'est un exercice particulièrement difficile, tant dans ces moments-là, nous acceptons d'être distraits de cette confrontation complexe. Nous allons vous poser une dernière question et peut-être que chacun pourra y répondre aussi pour donner son point de vue, puis après nous passerons aux questions du public si vous en avez. Nicolas de Tonac, vous écrivez dans votre livre que vous vivez un peu comme certaines espèces qui se développent dans des conditions climatiques favorables et qui disparaissent si ces conditions ne sont pas plus assurées. Alors pour vous, quel est le principal défi de l'avenir pour garantir l'assurance de ces conditions? Est-ce qu'on peut trouver une garantie à des conditions aussi contraignantes? Je ne sais pas, mais en fait, mon seul espoir, c'est d'être toujours en relation avec les autres parce que ma survie dépend de cela. Mais d'un point de vue politique, est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Est-ce qu'il y a des choses à encore améliorer, à encore sensibiliser? J'ai l'impression que la politique propose des conditions qui permettent cet idéal, enfin d'avoir en point de mire cet idéal. Mais malheureusement, je crois que les conditions de vie de notre société, dans un chacun pour soi forcené, nous éloignent de cet objectif.
Donc, c'est à chacun de prendre la décision de renoncer au chacun pour soi et de tendre la main à l'autre, que ce soit son voisin ou quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, parce que souvent, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on est très généreux avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète, mais on continue à ignorer nos voisins. Céline, pour vous, il y a un défi particulier, vous avez le sentiment sur lequel vous aimeriez insister pour l'avenir? C'est sûr qu'on ne peut jamais s'attendre à ce que le monde soit totalement révolutionné. On doit tout d'abord accepter les situations en commençant par soi-même, vivre intensément. Vous avez beaucoup parlé de la rencontre avec soi-même et ça, justement, je pense que c'est ce qui est important, son entourage, son environnement. Pour moi, ce qui a été important, ce qui a toujours aussi motivé mon entourage, je savais que ça venait d'une partie de moi. Et qu'en avançant d'une manière assez acharnée, je progressais et ça motivait d'autres aussi à m'aider. Et eux, je leur en remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi, d'être là pour moi, parce qu'on ne le fait pas tout seul. Aujourd'hui, mes succès sportifs, c'est grâce à toute une équipe autour de moi. C'est grâce à tout un environnement. C'est grâce à vous tous. C'est grâce à beaucoup de monde, beaucoup de choses qui sont ensemble. Et après, bien sûr, qu'au niveau politique, il reste beaucoup aussi à faire. Nous, on ne l'impacte pas directement, mais on est là justement pour sensibiliser les gens, pour mettre les différents aspects en lumière. Merci. Et Philippe, je te pose aussi la question par rapport aux défis du futur. Pour toi, quel serait le plus important? Une petite anecdote. Pour l'avant-première d'Intouchable sur les Champs-Élysées, je raconte l'anecdote parce que Betty m'a demandé de la raconter. Tout la jet-set de showbiz, des médias, enfin il y avait tout le monde. J'étais avec Khadija et ma belle-sœur Naïma qui est là aussi. Sur le Gaumont des Champs-Élysées, je fais un peu de publicité pour ce Gaumont, pour les Champs-Élysées. Un film sur le handicap, physique ou social, puisque c'était Intouchable. La salle est à 40 marches en bas, il n'y a pas d'ascenseur. J'ai été porté par 4 malabars, des gorilles. J'étais comme un roi africain. Et on m'a descendu en salle et on m'a fait la même chose de retour. Le défi, c'est de mettre un ascenseur, s'il faut vraiment pas caricaturer. Mais alors, plus sérieusement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Pas seulement pour la condition du handicap. Parce que ça, à la limite, on pourrait très bien dire que le monde valide n'en a rien à faire. Mais le monde valide a un problème. Or, on est tous très conscients, dans le monde valide, le monde politique et partout, qu'on est dans une impasse, et une impasse sérieuse, ne serait-ce que par l'urgence climatique et autres. Il se trouve qu'il y a là un certain nombre de gens en fauteuil, ou fatigués dans la tête, ou dépressifs, ou fragiles. C'est une gigantesque armée de personnes. Et nous avons, nous les fragiles, mais qui ne l'est pas, je voudrais bien savoir. Enfin, nous sommes un peu plus fragiles. Nous avons une responsabilité et une opportunité dans un monde qui est complètement à la ramasse. Nous avons une possibilité ou une responsabilité de suggérer que de nous accepter tels que nous sommes est une manière d'être ensemble.
Pas d'imposer une solution, pas de dire je sais, simplement dire étudions ensemble. C'est pour ça que je pense que Jean Vanier est l'homme qui a raison, le philosophe le plus pertinent qui existe. C'est que nous devons apprendre à nous oublier, alors que dans notre société on dit le contraire, pour être capable de comprendre ce que veut l'autre ou quelle est la solution à un problème. C'est assez simple comme slogan politique. Écrasez-vous. C'est ça que ça veut dire. Il y a eu dernièrement un film sur Jean Vanier qui s'appelait Le Sacrement de la Tendresse, qui a été fait par Frédéric Bedos. Et à un moment donné, dans le film, il y a quelqu'un qui appartient à l'Arche et qui dit « Je pense comme toi, mais autrement ». Et j'ai trouvé que c'était une très très belle formule. Et c'est la définition de l'intelligence. Alors nous allons passer maintenant aux questions du public. Nous avons à peu près un quart d'heure de questions. Alors, nous avons 2 micros et vous levez votre bras et nous venons vers vous pour... Oui, monsieur. Moi, j'ai une question pour le docteur de Tonac. Moi, ça fait 49 ans que je suis handicapé. Hein. Je suis handicapé de naissance. On fait comment quand les dés sont pipés dès le départ? J'ai pas compris la fin de votre question. On fait comment quand les dés sont pipés dès le départ? Oui, je crois que c'est bien la grande difficulté, c'est que si dès le départ on a un entourage qui est capable de croire dans nos possibilités, c'est valable pour n'importe qui, hein, parce que c'est pas gagné. Une fois qu'on arrive sur cette terre, il faut encore que l'entourage soit là pour croire à ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que c'est un défi énorme, parce qu'il s'agit de croître avec peut-être un regard qui peut changer d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Et je pense que c'est parfois très, très injuste. S'il existe une justice, personnellement, je n'y crois pas, mais je crois que pendant l'enfance, on est tributaire de ce que notre entourage va apporter comme, je dirais, dose de confiance et de quelle façon on va pouvoir prendre confiance en soi. Et puis, une fois adulte, eh bien, il faut trouver un entourage qui nous accompagne, mais je pense qu'on porte cette responsabilité de la confiance en soi. Alors j'ai un sacré boulot à faire. Mais on en est tous réduits à ça, hein. Une autre question? Tout en haut? Ensuite, là. C'est une question pour Céline Van Til, du coup, et c'est une question un peu sensible, donc désolée par rapport à ça, mais je voulais savoir, s'il était possible d'être comme avant sans votre handicap, est-ce que vous accepteriez? La réponse est claire. Non. Super. Je trouve que vous êtes quelqu'un de très, comment dire, en anglais c'est inspirational. Voilà. Merci. Bon, étant quadrilingue, je comprends. J'ai cette chance-là d'avoir pu réapprendre les différentes langues aussi après mon accident, sachant que mon accident était en Allemagne. Donc, pour une petite anecdote, quand j'ai été rapatriée à Genève, je pensais encore être en Allemagne. Donc, je voulais juste parler allemand. Alors, par chance, il y avait une physiothérapeute allemande à l'hôpital. Alors, c'est ce qui m'a sauvée, je pense, de ma première déprime, peut-être. Madame, une question? Voilà, donc ma question est pour Madame Van Til Céline. Donc, j'ai retenu votre déception face à votre prise en charge de la part de certains professionnels.
J'entame moi-même une formation de psychologue spécialisée dans le handicap et j'aimerais savoir quels conseils vous donneriez à moi ou à tout professionnel pour pouvoir offrir un accompagnement de qualité aux personnes en situation de handicap. Alors, tout d'abord, bon, c'est une certaine compréhension, une écoute, ça c'est sûr, mais pour qui que ce soit finalement. Et dans chaque situation également, c'est le respect envers l'autre. Le respect envers l'autre. Ce qui m'a personnellement beaucoup aidé, c'était de me pousser à me retrouver. Et c'est finalement ce qui m'a fait rebondir. J'oublierai jamais la fois où je suis sortie de chez ma psychiatre et j'étais déprimée, mais là, ça m'a poussée à rebondir. On a été tellement loin jusqu'au noyau plus profond de moi-même, ce qui m'a permis de réfléchir pour ensuite rebondir et décider de revenir à la vie. Et je dirais que c'est croire en le potentiel de tout un chacun, de croire en la vie, tout simplement, de croire que tout le monde peut s'en sortir. Et finalement, le corps humain est une machine extrêmement bien faite. Une autre question? Il y a un monsieur là-haut. Merci. Tout à l'heure, on a cité un tweet qui disait « Merci aux handicapés de nous rendre moins cons ». Un film dit à peu près la même chose. J'ai vu il y a quelque temps un film qui venait de Malaisie. En Malaisie, c'est peut-être pas facile de faire des films politiques, donc c'est un film qui traitait d'un problème social très aigu, sans doute là-bas, encore plus que chez nous. C'est l'histoire d'un couple qui a un enfant autiste. Et au début, le père est dans le déni total parce qu'il a décidé que son fils serait un Superman comme lui, et c'est la mère qui prend conscience du problème. Et finalement, le père se retrouve tout seul parce que la mère, d'ailleurs, meurt dans un accident causé par l'enfant. Et à la fin du film, puisqu'on est en Malaisie, les gens sont très musulmans, il dit « Allah, je me demandais toujours pourquoi tu m'avais fait ça. Et maintenant, je comprends, c'est afin de faire de moi une meilleure personne. » Et moi qui ne suis pas du tout croyant, j'ai quand même été assez touché par cette remarque et je crois qu'elle rejoint ce tweet. Mais je dois dire, en tant qu'épouvantable égoïste qui peut très bien devenir handicapé demain et qui ne l'est pas, c'est très difficile de devenir moins con et moins égoïste. Et puis, j'aimerais donner cette seconde information après le film sur le film de Malaisie, c'est qu'il y avait un très beau film suisse qui s'appelait L'amour handicapé, d'une certaine Marlise Graf. Je l'ai vu il y a 30 ou 40 ans, il est totalement tombé dans l'oubli et je trouve très dommage. J'espère que Foyer Handicap va l'exhumer de son oubli. Merci, monsieur. Une question ici. Question à Philippe Pozzo. J'ai bien entendu tout à l'heure les 10 commandements. Comment on peut faire passer ça au niveau de l'éducation des enfants? Mais les enfants, d'abord, ils comprennent très vite, beaucoup mieux que nous. Ils ont une capacité d'intégrer les choses. Donc, je sais qu'en France, on a des classes où il y a des enfants handicapés qui sont avec des enfants moins handicapés et que ça se passe très bien. Donc les 10 commandements, ils viendront simplement par la coexistence, entre guillemets,
de ces deux univers. Je suis frappé de voir que les enfants seront sûrement la solution aux problèmes de notre société. Comme d'habitude, c'est toujours les enfants qui sont les lanceurs d'alerte, ne serait-ce que sur le climat, on le voit aussi avec ces jeunes. Donc, amener la fragilité dans la classe, amener les parents peut-être à passer plus de temps à expliquer la différence, c'est la fragilité. Mais je pense que ce sont les enfants qui vont expliquer aux parents quel est le problème. C'était ça votre question, monsieur le directeur. Et je voudrais revenir sur les histoires de films, parce que Radija et moi-même, nous étions à Nantes, j'étais à l'hôpital à Nantes il y a quelques semaines, et nos deux zigotos qui ont fait Intouchable sont venus très gentiment nous présenter leur prochain film. Et c'est un film sur l'autisme profond. Mais un film qui décoiffe. Je n'ai plus beaucoup de cheveux, mais ça m'a absolument bouleversé, ce film. Ça sera probablement un film qui aura le même succès qu'Intouchable, sur une question extrêmement difficile du grand autisme, à partir d'une expérience vécue par eux et des amis à eux. Et je vous conseille, il sort au mois d'octobre. Ça s'appellera Hors Normes, et il ne faut pas le rater. Voilà une manière de traiter un sujet douloureux, délicat, difficile, avec beaucoup d'humanité, comme il l'avait fait pour l'autre. Voilà, je voulais juste vous donner cette précision. Merci de cette information. Il y a une question aussi tout en haut. Bonsoir à tous. C'est une question pour Céline Van Til. Du fait de votre handicap qui est invisible, comment vivez-vous la confrontation avec le monde et le fait, j'imagine, de devoir souvent se justifier? Première question en retour. Vous êtes où? Ok. Alors, d'après mes oreilles, je savais que c'était de ce côté, mais je ne savais pas où le micro était allé. Donc, je vous remercie de m'avoir indiqué votre place. Et même, ouais, voilà, de vous être levé. Comment je vis ces différences? Non, cette confrontation. Oui. Du fait que j'imagine que vous devez souvent vous justifier quand vous demandez une place dans le bus. Oui. Alors, on parle justement de différences auxquelles que les autres ils voient pas forcément et que bien souvent la population n'aimerait pas voir non plus, puisque la société idéalise quand même de nombreux aspects. Donc, on a déjà les deux côtés. Après, comme je le mentionne aussi dans le dernier article que j'ai écrit, quand je vois des personnes, certaines m'autorisent tout de suite à m'asseoir quand je demande une place assise. Si j'en ai pas besoin, je le demande pas et je reste debout pour 3 arrêts. Mais quand j'en ai besoin, vous n'imaginez peut-être pas le nombre de temps que je passe à me justifier. C'est quand même assez fou parce que les gens, bien souvent, ne comprennent pas et n'arrivent pas à voir le handicap, à réaliser qu'il existe des difficultés qui ne se voient pas. Alors, j'estime que c'est ma mission, c'est mon rôle de sensibiliser les gens et de mener les explications jusqu'au bout. Alors, c'est quelque chose que je tiens à faire, tout simplement parce que, comme beaucoup d'entre nous aimeraient le faire, c'est rendre le monde meilleur. Et une personne à la fois, on arrive à améliorer notre société. Et c'est dans cet espoir-là que je continue à mener ce combat. Merci pour votre belle réponse. Nous approchons de 20h. Une dernière question, monsieur? Oui. Alors, moi, je ne voulais pas poser une question, mais enfin, on parlait de la spontanéité des enfants.
face au handicap, qu'ils ont des questions qui vraiment sortent du cœur et de leur naturel enfantin. Il m'est arrivé une anecdote assez rigolote, je dois dire, il n'y a pas longtemps. Je rentrais du travail et puis après j'étais faire des courses à la Migros. Et puis j'ai un petit Swiss Track, un petit tracteur qui m'aide à aller plus vite. Et puis je rentre chez moi et il y avait une mère de famille qui avait sa petite poussette, un petit garçon de peut-être 1 année comme ça. Et puis un autre bambin qui marchait à côté, il devait avoir 5 ans comme ça. Et puis je les double, puis le petit gamin il me voit passer. Et puis je pense que ça fait un moment qu'il devait trotter à côté de sa mère, puis il était fatigué, j'imagine. Puis il fait « Maman, mais c'est génial, le gars il n'a même pas besoin de marcher. » Bon, je ne me suis pas retourné. Je ne me suis pas retourné pour voir la tête de la maman. Puis je lui ai dit, mais t'as vu la chance que j'ai quand même. Voilà ce que je voulais partager. C'est des fois marrant. Merci. Merci à vous tous d'avoir participé à cette très belle soirée, cette magnifique rencontre pour les 50 ans de Foyer Handicap. Merci à toi, cher Philippe, d'avoir accepté de venir avec Radija et ta belle-sœur d'Essaouira pour nous ce soir, de nous avoir fait la joie et l'honneur de participer à cette soirée. Merci aussi infiniment à Céline Van Til. Merci à Nicolas de Tonac d'avoir également accepté de participer à cette rencontre exceptionnelle. Chacun de vous trois a développé ce soir un point de vue particulier, lié à sa propre histoire, mais avec des points communs essentiels. Tous les trois, vous nous aidez à avancer vers davantage de tolérance et de fraternité. Vous êtes comme des explorateurs, comme des pionniers. Vous avez été beaucoup plus loin que nous. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres dans cette salle, qui ont aussi été très loin. Et en fait, vous nous montrez le chemin vers plus d'humanité. Que nous soyons en situation de handicap ou que nous soyons valides, l'intensité de vos témoignages et la profondeur de vos parcours nous touchent et forcent notre admiration. Le handicap est-il vraiment un défi comme un autre? Il nécessite en tout cas la mobilisation de forces physiques, psychiques et spirituelles. Les personnes qui se trouvent brutalement projetées dans le handicap arrivent à y faire face en mobilisant progressivement des ressources intérieures insoupçonnées, de la patience, de l'espérance, de la foi en soi et dans les autres. Reconnue et acceptée par l'ensemble de la société, la fragilité du handicap peut devenir alors une force et contribuer à relever tous les autres défis auxquels notre monde est confronté. Merci à l'Université de Genève de nous avoir reçus dans ses locaux. Merci à toi, Elisabeth, aussi d'avoir partagé cette soirée. Et puis, vous dire aussi que Foyer Handicap organise un verre de l'amitié dans le hall, juste derrière, à la sortie, un verre auquel vous êtes bien évidemment tous conviés. Et vous pourrez aussi trouver un stand avec les ouvrages des intervenants qui vous seront dédicacés. Voilà, merci et très bonne soirée à vous.